Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 373 déjà. Eh oui. Vraiment heureux de vous retrouver pour cette avant-dernière émission. Mais passons à autre chose. Les élections européennes ont vu l'incontestable triomphe d'un peuple immense, familier, qui a voulu dire, je ne sais pas moi, imaginons son désarroi ou son indifférence. Je veux parler des abstentionnistes. Ils furent 60%. Ça chagrine de s'apercevoir que notre démocratie a parfois la voix enrouée, et parfois elle titube comme ça, elle chancelle, elle ne sait pas. Oui, comment ne pas être chagrin alors qu'aujourd'hui même on embastille les opposants à Téhéran et que là-bas on peut mourir, oui, mourir pour un bulletin de vote. C'est loin, là-bas. Là-bas on chantait hier l'espérance d'une liberté, aujourd'hui impitoyablement bâillonnée au nom d'un dieu d'un autre âge, kidnappé et pris en otage par des dictateurs ivres d'eux-mêmes. Comment ne pas être chagrin alors qu'en France, j'y reviendrai avec mon invité que j'ai la grande joie de recevoir là, Guy Bedos. La photo qui fut prise dimanche dernier de notre pays fut incertaine, confuse et palichonne. Qui a gagné? Qui a perdu? On en parlera, on en débattra évidemment, mais sûrement pas en tout cas l'élan démocratique. Nos concitoyens majoritaires ont dû penser que cette Europe mal vendue, mal aimée souvent, ne saurait répondre à leurs questions récurrentes. Et la crise, et l'emploi, et l'avenir des enfants, cette Europe lointaine, où est-elle cette Europe? On en a parlé ici même, on a fait 2 émissions sur l'Europe, souvenez-vous, à Riposte récemment. Comment ne pas être chagrin, oui, lorsque l'incontestable vainqueur de cette élection, Nicolas Sarkozy, n'a pu regrouper peu ou prou que 10% du corps électoral. Victoire ambiguë, mais victoire tout de même que le président va transformer en triomphe devant des députés et des sénateurs que l'on priera de s'extasier du côté de Versailles. Vous y serez sûrement, Éric Woerth, ministre du Budget, que je me réjouis de recevoir à nouveau. D'ailleurs, vous y serez tous, tous. Les élus du peuple, sauf les Verts, ici représentés par Noël Mamère, député maire de Bègles. Vous serez tous là, vraiment, vous, c'est votre triomphe, les héros de cette élection. Vous vivez dans une France maintenant, nous vivons dans une France vraiment devenue verte, de la tête aux pieds, du nord au midi, décoiffée, ces Verts quand même par une bourrasque connue par les spécialistes météo sous le nom d'effet DCB, Daniel Cohn-Bendit, ou encore syndrome de Dany le Rouge. Ironie des ironies, Nicolas Sarkozy, qui voulait en finir avec l'esprit de mai 68, assiste au triomphe de celui qui l'incarna. Retour du refoulé. Le grand soir est donc arrivé, mais pas celui rêvé par Olivier Besancenot, Jean-Luc Mélenchon ou Marie-Georges Buffet. Non, ça sera peut-être pour la prochaine fois. L'aube, demain, sera verte et réformatrice. Nicolas Sarkozy va nous l'annoncer, j'imagine, enfin il en sait plus que moi, Éric Woerth, à Versailles. Et nos amis, Claude Askolovitch du journal du Dimanche, Christophe Bourseillet, journaliste et historien, et Nicolas Demnac de Marianne, nous parlerons de tout ça à l'aube d'un remaniement comme on les aime tant. Donc, pas de grand soir, mais des tas de petits meurtres entre ennemis chez les socialistes. 6% à peu près du corps électoral, 6%. Une Bérésina. Mitterrand revient, ils sont devenus fous. Ils redoutaient Besancenot et Bayrou, et voilà que c'est Dany qui triomphe. Retour du refoulé, chapter 2. Concours l'épine de la dague la plus affûtée ou de la petite phrase la plus assassine. Là-bas, les quadras, vous savez, qui à force de l'être ne le seront plus longtemps, s'épuisent en querelles incertaines. Comment ne pas être chagrin lorsque ce parti qui fut grand ne semble plus n'avoir comme recours, n'est-ce pas, Pierre Moscovici, que je salue, que de s'agenouiller, non pas en direction de la Mecque, les socialistes, mais de Washington, pour faire revenir peut-être d'un exil doré la sainte icône social-démocrate Dominique Strauss-Kahn. Bref, jour gris d'un été qui traîne à venir sur fond de manifs ramollis et d'angoisse sociale qui étreint à peu près tout le monde jusqu'à nous rendre aphones ou autistes. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le chagrin, il connaît, comme la nostalgie, l'espérance, l'humour et la colère, sa vieille copine. Nous allons donc retrouver Guy Bedos, qui incarne de manière décapante et depuis si longtemps les espérances et les désillusions de ce que l'on appelle le peuple de gauche. Je rejoins donc avec plaisir celui qui nous amena au paradis et qui, contrairement à d'autres éléphants, ne nous a jamais trompés. Guy Bedos. Barack Obama! Barack Obama! Tous ensemble, Obama! 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 Je vous remercie de votre spontanéité.
Je suis très sensible à ce qui arrive dans la société et tout ça, mais je ne suis ni un philosophe, ni un politicien en tout cas. Donc j'ai envie de rester ce que je suis, c'est-à-dire un clown. Mais un clown politique, en effet. En attendant, vous êtes marrant. Il a fallu que je forme mon gouvernement. Alors, première décision, suppression totale de l'opposition. Ça, je le dis tout de suite, je ne supporte pas. Essayez de vous mettre d'accord tous. Faites un effort. Il y en a marre de tout ça. Les gens en ont marre. Mais je n'ai aucune influence. J'ai parlé à tous les hommes politiques au plus haut niveau. Et je leur ai pas donné des conseils, mais je donnais mon avis. Et tout ça, y compris Sarkozy, les derniers. Mais Mitterrand m'écoutait pas non plus. On ne m'écoute pas dans ce pays. Guy Bedos, je suis vraiment ravi de vous recevoir. On ne vous écoute pas dans ce pays et pourtant, on devrait se souvenir d'une phrase. Vous avez dit en 83, d'une phrase parmi d'autres, en 83, vous avez dit « c'est dur d'être à gauche, surtout quand on n'est pas de droite ». C'était une phrase formidable. C'était pendant le plan d'austérité qui avait été sous Mauroy, Mitterrand. Vous savez, Mitterrand, nous l'avons connu, n'est-ce pas? Vous aussi. Oui. On a quelque chose en commun, on a ça, et puis on vient d'ailleurs, tous les deux. Oui. Enfin, bref. Vous d'Algérie, moi de Tunisie, c'est pas près. Oui, bien sûr. Mais dites-moi, est-ce que c'est si dur pour vous de rester à gauche? Mais la rue de Solferino n'est pas propriétaire de la gauche. Je rencontre des gens dans la rue, partout, des gens qui me parlent. J'ai fait, durant cette tournée qui a été la mienne, vous en avez quelques extraits là, j'ai rencontré, je faisais des after-shows, comme disent les jeunes, avec des gens qui représentaient la société. La société, il y avait de tout. Toute ethnie, mêlée, de génération. Et qu'est-ce qu'ils vous disaient, cela? Il y avait des magistrats, des enseignants, des soignants, des ouvriers, des jeunes, tout ça. Ben, ils me disaient que d'une certaine manière, ils n'avaient plus confiance en personne et que sans en être sûr, mais que d'une certaine sorte, ça pourrait se finir dans la rue. Voilà ce que je savais depuis longtemps, en écoutant ces gens-là, oui, qui sont le peuple. On n'ose plus dire le peuple, oui. À quoi ressemble le désarroi de l'élève citoyen Guy Bedos une semaine après ce résultat des élections européennes? Ça ne m'a pas bouleversé non plus. Hein. Il ne faudrait pas qu'il la ramène trop à droite. Hein. Voilà, Sarkozy maintenant, écolo, il est vert, il est tout vert. Bon, il n'y a pas si longtemps, il n'avait pas de mots assez durs, vous l'avez dit dans votre présentation, dans votre édito, Cohn-Bendit, mai 68, on sait ce qu'il en pense. Bon, maintenant, voilà, il n'en est pas son premier. Parce qu'il faut parler de la droite quand même aussi. Allez, on va parler de la droite, mais attends, mais vous voulez qu'on reste à gauche un tout petit peu d'abord? Comment? On reste à gauche un tout petit peu, si vous voulez bien. Bon, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est la gauche qui a changé ou vous? Qu'est-ce qui vous a déçu? Surtout. Parce que vous êtes chagrin, je sais que vous êtes chagrin. Oui, mais moi, il y a longtemps, parce que, vous savez, moi, j'ai aucune... Je suis un artiste citoyen. Mon engagement, il a eu lieu en Algérie, justement, parce que j'avais un beau-père qui était d'extrême droite. Et j'ai appris la résistance là, à l'âge de 7 ans. Maintenant, je suis délégué de la Ligue des droits de l'homme, mais j'ai appris les droits de l'homme avec une institutrice à la campagne, une sorte de José Bové de là-bas, qui m'a appris des tas de choses. Et donc, voilà, j'ai passé une partie de mon enfance avec des convictions déjà. Et maintenant, j'ai un peu plus de vocabulaire, je suis délégué, je suis... ma façon à moi de résister, j'ai jamais eu de carte de parti, j'ai jamais été socialiste, jamais été dans aucun parti, j'ai toujours été... Pourquoi Parce que besoin de me sentir libre, libre de dire les choses à ma façon, et encore une fois, sans aucune prétention, parce que, vous savez, moi j'ai rencontré Mitterrand, j'ai même rencontré Sarkozy, qui m'a dragué, il espérait me voir à la Concorde avec Enrico Macias et Mireille Mathieu, raté, parce qu'il est malin, Sarkozy, c'est très malin. Il faudrait que j'en parle avec Kouchner un jour. Mais bon. Votre ami Kouchner. Pardon, oui, c'était.
C'était Oui, non, c'est pas mon ami. C'est pas mon ami parce que je comprends pas qu'un type de cette sorte. Moi, je dois à Simone Signoret, qui était ma grande sœur, qui a été mon prof de Sciences Po, à moi, et Kouchner, il trahit pas le Parti socialiste. Je m'en fous du Parti socialiste, c'est clair. Je m'en fous. Mais il se trahit lui-même. Et ça, c'est plus grave. Voilà. Et donc, effectivement, bon, j'ai pas eu le temps de m'attacher à Éric Besson, parce que je le connais pas, mais je trouve qu'il porte ça sur son visage. J'aime pas dire ces choses-là, mais c'est vrai, il porte la non, pas du... Quoi affaire de chasse aux faciès, quand même. Ah, des fois, c'est drôle. Mais je suis contre. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est la gauche ou c'est vous? Ah ben c'est sûrement la gauche, parce que Mitterrand, on peut faire des réserves sur Mitterrand, mais il a supprimé la peine de mort, il avait des propositions quand même quand il est arrivé, il avait écrit un certain livre, Le coup d'État permanent. Le coup d'État permanent, bon, et il avait un certain talent dans la forme, une certaine culture, etc. Il était, vous savez, en termes de spectacle, il était l'homme du rôle. Et là, Ruud Solferino, il faut qu'il cherche, là, l'homme ou la femme du rôle, qui s'impose, voilà, comme dans un casting. Cela dit, bon, depuis que Sarkozy a été élu président de la République, tout est possible. Tout est possible. Toutes les espérances. Vous dites, oui, mais vous dites deux choses. Vous détestez Martine Aubry, vous dites ça. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, mais vous le dites. Qui je déteste? Martine Aubry, vous avez dit. Non, c'est parce je la déteste pas. Je déteste personne. Je vous dis tout franchement, je déteste personne. Je réfute des gens, mais je ne les déteste pas. Voilà. Il m'arrive de citer cette phrase de Chateaubriand, économisons notre mépris, eu égard au nombre de nécessiteux. Mais il se trouve que Martine Aubry, elle m'avait entraîné dans quelque chose qui me tient à cœur. On avait monté une troupe avec des jeunes de cité à Vaux-en-Velin, puis elle les a lâchés, et elle s'est plus servie d'eux qu'elle ne les a servis. Et ça m'a déçu profondément, parce que je me suis embarqué dans tout ça pour protéger l'immigration. Je n'aime pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petits cons parmi les jeunes des cités, qu'il n'y a pas des... Je me réjouis pas c'est pas un immigré, mais je veux dire, je suis pas arabophile à ce point-là. Vous parliez de l'élection d'Ahmadinejad, je trouve que c'est une catastrophe pour le monde. Mais je préfère Obama, ça c'est sûr. Mais voilà, il faut se méfier parce que l'élection, il y a plein de gens qui sont élus. Berlusconi aussi, c'est un fou furieux, c'est un imbécile, ça, et puis il est élu. Bon, et puis il a eu beaucoup plus de voix que d'autres. Bon, le peuple n'a pas toujours raison. Vous savez, sur scène, vous avez dit même qu'il faudrait parfois une autorisation de voter, enfin un droit de vote, carrément. Sinon, il faudrait dire aux gens, non, mais vous avez ça en riant, mais il y a des gens qui mériteraient pas de voter pour vous. Un permis de chasse, comme un permis de chasse, vous avez dit. Oui, il faut un permis de vote parce qu'effectivement, ils sont pas prêts. Et il n'y a pas d'instruction civique à l'école et ça n'a pas l'air d'être dans l'air du temps. Et c'est vrai qu'on ne forme pas. C'est pas la télé-réalité, c'est pas les émissions de je sais pas qui là, comment ça s'appelle. Enfin bon, c'est pas ça qui fait des citoyens, c'est ça que vous dites. Dites-moi, vous déclarez ne pas craindre de faire de l'anti-sarkozysme primaire, car selon vous, le sarkozysme est primaire par nature et il faut lui répondre dans sa langue. En quoi est-il primaire, le sarkozysme? Parce que du point de vue culturel, comment vous dire, c'est l'ami de Christian Clavier, quoi. Quand même, ça se résume à ça? Non, mais je veux dire, la culture de Sarkozy, je sais pas, mais je la sens pas, moi. Hein? Je veux dire, moi, je sais pas, j'ai eu quelques relations, vous aussi, avec Mitterrand. On pouvait tout dire de lui. Mitterrand m'a beaucoup déçu vers la fin, etc. Avec son bousquet qu'on nous a ressorti, etc. Bon, j'ai pas aimé tout dans Mitterrand. Et même au début, et on n'était pas d'accord sur l'Algérie. Quand il disait la négociation, c'est la guerre. Moi, je faisais une grève de la faim pour pas faire cette guerre-là. Alors, je pouvais pas. Mais enfin, je suis athée, mais j'ai tendance à croire à la rédemption. Et à celle de Sarkozy, non?
Non, mais il n'est pas tout mauvais, Sarkozy, ce serait trop simple. Comme maire de Nice, il était tout à fait recevable. Mais comme président de la République, quels sont ses amis? Ses amis, c'était Bush, je suis désolé. Tout d'un coup, bon, il est là, il veut parler comme Obama. De toute façon, c'est un plagiaire, Sarkozy. Je l'avais dit sur scène, j'avais dit... si le programme de l'extrême droite était une pièce de théâtre, un roman ou bref, une chose écrite, je suis un peu intimidé de voir tous ces types qui me regardent là. Alors j'essaie de pas les... Vous avez l'habitude des gens qui vous regardent quand même, non? Oui, mais pas ceux-là. Pas ceux-là? Non. Et puis je les vois pas surtout. Tandis que là, je les vois. Je sens qu'ils me regardent dans le genre, pourquoi il est là, lui? Ben, je suis là parce que Moati m'a invité. Et parce que vous représentez pour tellement de gens, mais les gens se sont retrouvés en vous, ce qu'on appelle le peuple de gauche. Oui, ce que je voulais vous dire, c'était Ouais. ma phrase. Je voulais dire que là, il veut emprunter aux écologistes, Sarkozy, et c'est un copieur. Et là, avant, on a bien pu voir, si le programme du Front National était une pièce, un film ou une pièce ou un livre, Le Pen pourrait porter plainte pour plagiat. Voilà. Carrément. Bah ouais. Mais en même temps, De mon c'est point lui de qui a vue. fait baisser les voix du Front National. C'est lui qui les a fait baisser. Oui, mais il les utilise. Il n'a rien fait baisser du tout. Comment il a rien fait baisser? Non. Vous avez vu le il score a du fait Front baisser. National aux dernières élections. Il me fout de Le Pen. Simplement, tant mieux. Bon voyage. Mais il nous a laissé une fille quand même. Mais bon. Mais il utilise. Quand il va. C'est un fauteur de troubles. Quand il va dans les quartiers et puis qui dit Karcher, racaille et tout ça, c'est lui qui. Ou quand il insulte des jeunes gens, des gosses qui se sont fait électrocuter parce qu'ils ont peur des flics. Moi, je sais. Je lui avais dit envoyer des. Quand il me recevait, parce qu'il me recevait, je l'ai vu 2-3 fois parce que c'est mon Et job, comme délégué de la Ligue des droits de l'homme. Et il m'avait dit, de toute façon, oui, c'est difficile, les banlieues, etc. D'ailleurs, il n'y va pas, et il les connaît pas. Et donc, et il m'avait dit, il l'a dit après, mes policiers sont pas des assistantes sociales. Mais on a vu ce que ça donnait. Et les gosses qui se sont allés faire électrocuter dans un transformateur parce qu'ils avaient peur de la police, c'était annoncé par le petit Jamel dans son spectacle quand il fait le petit arabe qui court parce qu'il voit des flics. Ils n'avaient rien fait, mais on a essayé de les faire passer pour des malfaiteurs, des délinquants. Pas du tout. Vous savez qu'il m'arrive de rencontrer des socialistes de gauche Non. à propos de ça. Et le maire de Clichy-sous-Bois, Claude Dillin, c'est un type très bien. Le maire de Colombes, c'est un type très bien. Le maire de Limaï-Brévannes, dans les soutiers de la gauche, il y a des gens tout à fait fréquentables. Vous avez de l'espérance pour demain, c'est-à-dire vous vous dites quoi? Non, mais franchement, vous dites quoi? Je milite là où je suis, la Ligue des droits de l'homme, ça, c'est dans les associations que ça peut se faire. Au DAL, où vous êtes si présent aussi. C'est-à-dire vous ne croyez plus. J'écris même dans un hebdo qui s'appelle Ciné Hebdo. Oui, et j'ai des billets d'humeur comme ça. J'écris quand ça me vient. Pour vous, ça ne passe plus par les partis politiques, ça n'est jamais passé puisque ça n'avait jamais été encarté. Non, mais vous surtout pensez même que ça... sur scène, j'ai plus envie de parler de Sarkozy, tout ça. Je vais jouer une pièce de théâtre à la rentrée où il est question d'amour, de chagrin, il y a de l'émotion, il y a tout ça. Une pièce de mon fils, Nicolas, qui est très belle, et voilà, mais ça m'empêchera pas de prendre parti, et puis de regarder et de continuer. C'est devenu finalement un réflexe chez moi, de lire les journaux, d'être au courant. Mais vous avez l'impression d'avoir perdu du temps par rapport à autre chose. Est-ce que J'ai vous l'impression regrettez surtout parfois d'un échec terrible, D'un échec. cher Serge. Voilà. Je la ramène pas du tout, parce que ça fait des années que je vitupère le racisme, le racisme de peau, mais le racisme social et tout ça, et je vois que ça monte un peu partout, donc il faut pas que je la ramène. Non, j'ai perdu. Ma vie est un échec de ce point de vue-là. Voilà, je vous le dis. Je le pense, vraiment. Et j'ai fait des heures supplémentaires. Et j'ai parlé à Mitterrand, et j'ai parlé à Jospin. Jospin, il me disait, t'as raison, c'est le contraire. Et je vous parle pas de Chevènement, qui avait... Moi, quand on me parle de gauche caviar, moi je réponds gauche couscous. Et j'emmerde les Vous êtes gens gauche de gauche. couscous. Oui, gauche couscous, oui. Ça vous dit quelque chose, ça, non? Oui, oui. Et dites-moi, vous direz aujourd'hui j'ai perdu, comme vous avez dit en mai 81, j'ai gagné? J'ai rien perdu du tout. J'ai rien perdu du tout. Voilà,
j'ai du mal à comprendre de quelle Europe il s'agit. Je suis assez content pour Cohn-Bendit, Eva Joly, José Bové, Noël Mamère qui est là et tous les autres. Ça bouge, la politique. Sarkozy, il a eu une traversée du désert énorme. Ouais. Et maintenant, le voilà pratiquement vissé à l'Élysée. Bon, très bien, on verra. Mais non, c'est pas si grave que ça non plus. C'est pas si grave que ça. Non, ce qui est grave, c'est ce qui arrive aux gens. C'est le chômage, c'est toutes les injustices, c'est l'espèce de désastre social auquel nous assistons et auquel les socialistes, et ils le payent. Moi, j'ai pas beaucoup vu des excellences de Larry Solferino dans la rue avec nous, justement, quand il y avait des Africaines et des Maghrébines couchées par terre par -8 parce qu'elles voulaient un logement avec leurs gosses. J'ai pas vu Martine Aubry, j'ai vu personne du Parti socialiste. Mais j'ai vu, oui, je suis pas sûr que j'avale tout ce qu'il dit, mais j'ai vu Besancenot, mais j'ai vu d'autres gens qui sont venus. Oui. Est-ce que vous croyez, parce que vous finirez centenaire, je touche du bois, mais si, vraiment, est-ce que vous croyez que vous... C'est mon anniversaire demain. Bon anniversaire, Oui, Guillaume. on va le commémorer demain. Oui, on va célébrer. Est-ce que vous croyez vraiment que vous reverrez la gauche au pouvoir? J'en sais rien. Je serais malvenu de vous dire, oui, je le souhaite. Il y a tout pour que la gauche revienne au pouvoir, parce que franchement, il y a plein de promesses qui ne sont pas tenues, il y a plein de choses insupportables un peu partout. Mais voilà, il y a sûrement quelque chose qui n'a pas été fait par la gauche, encore une fois, la gauche d'en haut. La gauche, parce que il y a une autre gauche qui existe. Vous savez, à la télé, on a tendance à montrer seulement les fins de manif avec les petits cons qui brûlent des voitures et qui cassent les vitrines. Mais moi, là, tout d'un coup, le 9 février, j'ai l'impression que c'était le peuple de Victor Hugo parce que ces gens malheureux, ils avaient l'air heureux d'être ensemble et ils n'avaient pas envie de tout casser, etc. Ils n'avaient pas envie de tuer personne. Moi, personnellement, je suis pour les révolutions de velours. Je suis pour la révolution de Václav Havel en Tchécoslovaquie. Je ne suis pas pour le sang. On peut faire l'économie du sang. Merci, Guy Bedos. Merci à vous. Bon anniversaire, alors demain, alors. Je vais maintenant retrouver nos invités pour notre débat. Vous savez, ça s'appelle Politique, le grand chambardement. À très bientôt. Et d'abord, quelques images, regardez. Je prends, surtout ce soir, toute la mesure de la responsabilité du Parti socialiste dans le score qui est le sien. C'est plus qu'un avertissement, c'est un tremblement de terre. En tout cas, pour ma génération, j'aimerais que ça ne se reproduise pas périodiquement. Dans ce parti, il faut bouger, et bouger vite. De l'audace. Vous avez appelé au vote sanction. Le vote sanction a été sanctionné par les Français. Eh bien, c'est la sanction du vote sanction. Le résultat d'aujourd'hui est une déception. N'ayez pas peur. Je serai là. Les succès des Verts en Europe sont des succès qui dépassent tout ce qu'on espérait. Nous approchons les 60 députés possibles au Parlement européen. Merci beaucoup d'être là, tous autant que vous êtes. Merci vraiment beaucoup. Alors on va démarrer tout de suite. Merci, victoire des Verts, triomphe des Verts, etc. Les éoliennes sont en folie, ça s'agit dans tous les coins. Le vent souffle vert. Est-ce que... Première question, vous me répondez vraiment rapidement, c'est pour lancer le débat. Est-ce que vous pensez que ces élections européennes ont, selon vous, durablement redistribué les cartes politiques dans ce pays? Alors, qui veut me dire oui, non, comme ça? Mais vraiment, on lance le truc. Alors qui commence? Il y a une redistribution en profondeur. C'est pas les élections européennes, c'est simplement un moment sur une redistribution des cartes en profondeur, et c'est un petit peu normal parce qu'on est au XXIe siècle et que le PS il date de 1905, que tous les autres mouvements sont des mouvements anciens et que peut-être qu'il est temps d'inventer quelque chose de nouveau. Éric Woerth. Il faut se méfier des avis définitifs. C'est une élection, mais c'est un succès pour l'UMP et puis l'ensemble des partis qui s'associent. Et puis surtout, au fond, c'est quand même une élection intermédiaire dans une crise donc très très difficile. Donc on la prend comme voilà, ça nous donne un coup de punch, d'envie de continuer. Oui, il n'y a pas de raison de triompher. Au contraire, de considérer que c'est un succès et que ça doit nous porter à continuer la politique qu'on essaie de mener et lutter contre cette crise. C'est ça Pierre Moscovici. Essentiel. Merci.
Durablement, j'espère que non, parce que c'est quand même le 3e ou 4e plus mauvais score de l'histoire du Parti socialiste. Mais je crois que c'est effectivement un tremblement de terre d'une assez forte magnitude, pour nous notamment, qui doit nous inciter à réfléchir très profondément sur ce que nous sommes. On ne peut pas rester comme ça. Les rénovations qui n'ont pas été faites, rénovation intellectuelle, rénovation de l'organisation, rénovation dans la sélection du candidat à la présidentielle et d'autres candidats, par exemple à travers des primaires ouvertes, toutes ces rénovations doivent être menées maintenant et très très vite, parce qu'il est minuit moins le quart pour le Parti socialiste. Merci. Claude Askolovitch. Une élection, ça ne restructure pas, c'est l'après, éventuellement. En revanche, ça peut détruire ce que dit Moscovici, ou bien ça révèle les deux choses, le vide du PS, on le savait déjà, et peut-être une certaine nature de François Bayrou. Il y a eu un instant de vérité passionnant à la télévision, il y a un peu plus d'une semaine. Oui, ça peut durer. Donc ça révèle. Après, ce qu'on en fait, ce qu'ils en font, c'est autre chose. Quant au phénomène durable, si on prend les Verts, et on va en reparler, il y a des changements qui ne durent que le temps d'un Conseil national des Verts. Ce qu'on a entendu au CNIR, au Conseil national des Verts, ce week-end, ne ressemble pas du tout à la campagne de Daniel Cohn-Bendit. L'idée, par exemple, qu'il faudrait, pourquoi pas, boycotter le Congrès, ça ne ressemble pas à la campagne positive d'entraînement de Cohn-Bendit. Tout le monde est libre. Mais vous voyez, c'est déjà terminé, ce moment-là. C'est déjà terminé. D'accord. Alors Noël Mamère, évidemment, je ne sais pas ce qu'il va dire. Noël Mamère. Évidemment, je vais dire le contraire de Claude Askolovitch. Non, moi je ne suis pas saisi par l'ivresse des cimes. Je pense que les cartes sont effectivement plus tout à fait les mêmes, que le paysage politique du 8 juin n'est pas celui du 7 juin, que nous avons assisté à effectivement à la rencontre entre l'écologie politique et le projet de société que nous défendons et la société. Ça, je pense que c'est important, et c'est d'autant plus important de le dire ce soir que ça ne concerne pas simplement la France, mais beaucoup d'autres pays européens. Et donc, c'est à partir de ce moment-là et à partir de maintenant qu'il faut renforcer ce rassemblement des écologistes, et ce ne sont plus les Verts. Les Verts sont une composante de la famille de l'écologie que Danny Cohn-Bendit a contribué à rassembler, et ce serait lâche de considérer que ce rassemblement peut perdurer uniquement en se reposant sur les épaules de Danny. Nous avons une responsabilité collective, et je dirais même que la génération de responsables politiques à laquelle j'appartiens est confrontée effectivement à un défi historique que nous devons réussir. Merci beaucoup, Nicolas Denac. Enfin. Il y a une double vérité, un double divorce qui a été révélé, accentué par ce scrutin, sur lequel on ne peut pas s'asseoir, si j'ose dire. Le divorce d'une grande partie du peuple de France avec non seulement l'Europe, mais la représentation démocratique. On ne peut pas dire qu'il y a une abstention extraordinaire et puis c'est fini. Voilà. Non, c'est vraiment le peuple dans ces catégories populaires, mais aussi cadres, moyens, qui sont abstenus, et les jeunes. C'est-à-dire que cette démocratie se fait sans eux, et ça, c'est terrible pour l'avenir, et c'est terrible en période de crise en particulier. Deuxième divorce, et là, Pierre Moscovici l'a évoqué, c'est-à-dire c'est le divorce, parce que le vote, c'est pas seulement un vote sanction, c'est pas seulement un vote punition contre le Parti socialiste, c'est un vote de divorce. C'est-à-dire qu'on a manifesté la volonté de ne plus vouloir revoir ce Parti socialiste qui fait semblant comme s'il n'y avait... La crise n'existait pas. Alors, la vérité, c'est pas celle de Bayrou, comme dit Claude Askolovitch, qui aurait été révélée. C'est la même chose. Dire ça, c'est comme dire la vérité de Sarkozy aurait été révélée le jour où il a pris une baffe à 12% au scrutin des Européennes. Non, la vérité, ce sont ses forces. Ce sont ses forces. Et c'était l'idée de Bayrou, d'une certaine façon, qui l'a emporté, à savoir qu'une troisième force s'est manifestée contre le Parti socialiste. Au milieu, c'est les Verts qui l'ont emporté, qui l'ont incarné. Mais vraiment, elle existe maintenant. Il y a plus un perdant qu'un gagnant, si je comprends bien. Non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il y a clairement, d'abord un gagnant, c'est le parti qui arrive en tête. Enfin, en tout cas, le courant d'idées qui arrive en tête est largement en tête, si c'était à un point près. Mais donc l'UMP est finalement, au fond, les choix du président de la République. Moi, je l'interprète comme ça. Connaissent un vrai succès. C'est très important dans une crise comme celle-là. Alors, je sais bien qu'il y a de l'abstention. On est tous ici, j'imagine, à la regretter évidemment. Elle est courante dans ce type d'élection. Il faut absolument essayer de la contrecarrer. Il n'empêche que Oui, on ne peut pas condamner ceux qui s'abstiennent, mais en même temps, il faut lutter contre cela. On connaît d'ailleurs de l'abstention aussi aux élections législatives, on en connaît même aux élections municipales, donc il faut combattre ça en essayant d'expliquer aux gens qu'il faut voter. Mais c'est finalement un droit facile. Et d'un autre côté, il y a ceux qui votent et qui s'expriment, et ceux qui votent et qui s'expriment sont exprimés clairement. Mais après, ils ont fait monter une autre idée, qui est l'idée environnementale.
est une idée extraordinairement importante, qui est une idée qui dépasse, à mon avis, uniquement des partis politiques, mais une idée qu'on doit intégrer dans nos politiques. C'est ce qu'on fait déjà depuis 2 ou 3 ans, et on doit évidemment continuer à le faire. Claude a demandé la parole, ensuite Pierre. Oui, Pierre Moscovici. Il ne faut pas confondre les faits et la cause, c'est là le point de divergence. Au fond, avec Nicolas, on est d'accord. C'est pas le score de Bayrou qui pose problème, c'est les raisons pour lesquelles il est arrivé à ce score. Quand je parlais de révélation, c'est pas le score, c'est ce qui le provoque, donc cette espèce de moment télévisuel où on voit que quelque part le plus anti-68ard de tous les dirigeants politiques n'était peut-être pas à l'Élysée, mais était celui qu'il dénonçait. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, et ça c'est possiblement durable. Pour le reste, le divorce, catégorie populaire, monde politique, oui bien sûr, je ne crois pas qu'il y ait un divorce avec l'Europe. Les gens sont parfaitement conscients de l'importance de l'Europe, ils ne pensaient pas que cette élection-là et ce Parlement européen-là... Oui, mais enfin, ceux qui ont gagné, c'est ceux qui parlaient de l'Europe vraiment. Hein, et qui ont parlé, et qui avaient quelque part un pins ou une marque, plus qu'un pins, vert. Ça, c'est intéressant. DCB, c'est-à-dire Daniel Cohn-Bendit et Barnier, qui n'est pas quelqu'un... Mais tous les deux parlaient Europe. Auquel l'écologie est étrangère. C'est pas simplement une affaire de marketing. J'ai entendu Éric Woerth, c'est normal, il est dans le gouvernement, il se félicite de la victoire de la droite. Mais quand on regarde bien les chiffres, Christophe Bourseiller le dira sans doute mieux que moi, quand on regarde les chiffres, pour parler vulgairement, la droite, elle est au taquet. Donc les réserves, elles sont... Au taquet, ça veut dire quoi ? Il n'y a pas de réserve de voix ? Ils n'ont pas beaucoup de réserves de voix. Que les réserves de voix, elles sont chez ces abstentionnistes qui sont pour la plupart des gens des classes populaires qui ont été très déçus par la gauche. Ça veut dire donc que si on est capable, d'ici 2012, de proposer une alternative crédible, l'ensemble des gauches de gouvernement aux Français, on doit pouvoir arriver à cette alternance. Mais pour cela... et je le dis du point de vue des écologistes, on ne peut plus considérer la problématique de l'écologie comme quelque chose de secondaire, mais comme central. Et donc quand Pierre nous parle de cette espèce de nouveau karma des socialistes qui consiste à répéter qu'il faut des primaires ouvertes sur quoi, sur quel projet ? D'accord, mais à condition qu'ensemble on soit d'accord pour dire qu'il faut revoir le logiciel politique de la gauche. Le disque dur, là. Pierre Moscovici va répondre ensuite. Au fond, il y avait une sorte d'unanimité autour de la table qui était pour dire que le Parti socialiste avait perdu cette élection, ce qui est vrai. Mais certains, comme Nicolas Demenac, allaient plus loin en parlant de divorce. Alors, vous savez, je ne suis pas indulgent avec ce parti. Ça fait un certain temps que je souhaite vraiment qu'il change. J'aurais souhaité qu'il le fasse au Congrès de Reims. Il ne l'a pas fait. Mais en même temps, je le dis, ce parti est mortel. Il a subi un avertissement qui est probablement le dernier. Il est mortel, comme disaient les enfants, il est mortel ou il peut mourir. Il peut mourir, comme la SFIO est morte, comme le Parti communiste tout de même est très abîmé, comme le Parti radical a disparu. Mais comme disait Mark Twain... C'est un tabou qui est levé, ça. Mais comme disait Mark Twain, la nouvelle de ma mort est assez prématurée. C'est-à-dire que pour ma part, ce que j'ai vu dans cette élection, et je l'avais vu venir avant, et honnêtement, je ferais le même commentaire si on avait fait 18% et pas 16%, c'est une volonté stratégique d'un certain nombre d'électeurs populaires, de couches moyennes, de jeunes, de nous dire, vous... Allez, j'allais dire quelque chose de grossier. Ça ne va pas. Changez, bougez. Dites le mot grossier. Vous nous faites chier. Voilà. Il y a un côté comme ça. Langue de bois, vous déconnez, vous êtes à côté de la plaque. Voilà. Moi, je les ai vus, ces électeurs. J'ai même vu des militants socialistes qui ont fait ça. Et donc, pour le Parti socialiste, c'est un formidable coup de pied au cul qui l'incite à se ressaisir et à se ressaisir vite. Alors, par rapport à ce que dit ma mère, moi, je suis d'accord, Noël, qu'il faut absolument reconfigurer la gauche et bâtir aussi de nouvelles unités à gauche. Mais la primaire n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est très clair. Ce que doit faire le Parti socialiste d'abord, c'est repenser à un socialiste du XXIe siècle. C'est se poser les questions concrètes auxquelles répond d'une certaine façon Nicolas Sarkozy sur la croissance, sur les égalités. Offrir une réponse qui soit de gauche, c'est-à-dire lui opposer un programme aussi pragmatique, aussi concret, mais avec d'autres valeurs. Ça, c'est la base. Mais quand je parle primaire, c'est pour une raison simple. C'est parce que les appareils de la gauche, notamment celui du Parti socialiste, pour moi, sont vermoulus. Et si on n'est pas capable d'ouvrir... Vermoulu, c'est-à-dire usé jusqu'à l'accord. Non, c'est-à-dire que oui, je parle du PS essentiellement, c'est-à-dire qu'on a vu quand même une fausse primaire en 2006, un congrès contestable en 2008. On voit bien qu'on n'est pas capable de choisir dans des conditions sereines et populaires un candidat ou une candidate qui soit aussi celui de la gauche. Et donc, c'est pour ça que je suggère que la primaire vienne couronner la refondation intellectuelle qui doit être première. Qu'est-ce qui a pris collectivement au Parti socialiste pour en être là, quand même ? Christophe Bourseiller, vous pensez que le Parti socialiste fait chier, pour reprendre l'expression. À côté de la plaque. À côté de la plaque. Écoutez, je ne sais pas si on peut Moi, je ne parle pas comme ça, je ne fais que citer Pierre Moscovici dans le texte. Je ne sais pas si on peut dire que le Parti socialiste fait chier. Moi, ce qui est sûr, c'est que je m'intéresse depuis très longtemps aux mouvements minoritaires, aux mouvements extrémistes, et c'est vrai que souvent on peut les critiquer pour leur intolérance, mais en même temps, ils ont souvent le mérite d'apporter parfois des idées, même s'ils les apportent très très mal, des idées qui peuvent être des idées neuves. Et j'observe que les trotskistes ont eu le mérite, pour certains d'entre eux du moins, de dire finalement, on est trotskistes depuis 1929, on est au XXIe siècle, inventons quelque chose
de nouveau. Alors c'est peut-être pas réussi, c'est en devenir. Le On voit NPA, bien donc, que le d'accord. NPA est encore très imparfait, parfois tenté Ça n'a par pas un été un certain raz-de-marée, hein. sectarisme. Ça n'a pas été un raz-de-marée. Hein. Non, ça n'a pas été un raz-de-marée, mais en tout cas, ils ont le mérite de dire pas de députés. Inventons quelque chose qui corresponde au siècle nouveau. Et peut-être que justement, ce qui manque aujourd'hui à gauche, en fait, il y a quand même un décalage entre la gauche et la droite. La droite s'est constituée autour de l'UMP. Pour l'instant, elle est stable, ou du moins idéologiquement, alors qu'à gauche, on voit bien qu'il y a vraiment une quête d'identité profonde. Et peut-être que justement, toute la gauche devrait suivre l'exemple de ce point de vue-là de ces néo-trotskistes qui, malgré leurs erreurs et leurs faiblesses et tout ce qu'on veut, ont le mérite d'essayer de proposer quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce qu'il attendez, ensuite je voudrais entendre le ministre. Le vote de sanction par l'abstention ou par l'expression n'a pas frappé seulement le Parti socialiste français, mais les partis socialistes, les partis sociaux-démocrates. On peut se demander pourquoi, on peut suggérer une piste qui est, par exemple, que ces partis socialistes, et le nôtre en particulier, ont été complices du néolibéralisme après avoir porté des réformes qui étaient un peu combatives, les ont abandonnées, ont laissé le marché vraiment et les forces portant le profit maximal. Vous voulez dire que le Parti socialiste n'est plus de gauche, quoi, c'est ça ? Le Parti socialiste n'est plus de gauche. Et pire encore, il a laissé Nicolas Sarkozy prendre l'idée de protection. Alors, second point, quand même, on ne peut pas laisser... L'idée de protection sociale. L'idée de protection sociale, que l'État sera là pour protéger les petits gens. C'est quand même le comble. Et second point, ayant dit ce qu'on a dit sur l'abstention, quand même, et le fait que Nicolas Sarkozy a aussi perdu des votes populaires, voire Éric Woerth et tous les autres ministres et responsables de l'UMP, faire des tours de piste médiatiques comme des tours du stade en criant « on a gagné, on a gagné ». Alors que, je finis, alors que, je veux dire, cette victoire est pour le moins mitigée, en tout cas doit être mitigée de ces observations-là. Mais en plus, que Éric Woerth et les autres nous disent, ce sont les partis qui ont parlé d'Europe qui ont été récompensés. Nous dire ça justifie, au fond, toute notre politique de réforme, et donc on va continuer, on va faire encore plus, c'est complètement contradictoire, voire incohérent. Je veux dire, si on a voté pour vous parce que vous étiez européen, c'est pas parce que vous aviez fait des réformes intérieures. On parle à Éric Woerth. Quand même, il a gagné. Attends, même s'il n'a pas, il y a pas eu de triomphalisme, etc. Dans des élections, il y a des gagnants et des perdants. Non, mais c'est d'accord. Elles sont faites pour ça, donc évidemment. Donc, pour vous, c'est le signe qu'il faut continuer dans les réformes. Européennes. Maintenant, derrière, il faut savoir ce qu'on en fait. C'est ça qui nous intéresse. En réalité, c'est pas de faire l'autopsie, enfin, entre guillemets, du Parti socialiste ou des choses comme ça. Moi, ça m'intéresse. C'est un nouvel état de grâce. Moi, ce qui m'intéresse au fond, c'est d'essayer de répondre aux besoins des gens, pas de se demander comment les partis vont se restructurer, comment on va essayer d'avoir un peu plus de voix la prochaine fois. C'est pas ça. En fait, les voix, il ne faut pas chercher à les avoir. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de répondre aux attentes des gens. Et les attentes des gens, elles portent sur la crise, sur l'inquiétude évidente que posent les problèmes de chômage et sur, bien évidemment, les problèmes environnementaux. Il y a d'autres problèmes d'autres natures, mais enfin, voilà deux préoccupations majeures. Nous sommes sur ces préoccupations, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on l'est comme acteur. Celui qui fait la synthèse, en réalité, des problèmes écologiques, c'est le président de la République. Il n'a pas attendu cette élection, comme le disait M. Bedos, pour agiter des idées vertes. C'était dans notre campagne. On a fait le Grenelle de l'environnement. On va continuer à travailler dans ce domaine-là. On est sur les problématiques de Copenhague à la fin de l'année. On est sur le paquet climat-énergie adopté par la Commission européenne. Enfin, tous ces sujets sont des sujets en réalité très concrets qui touchent à notre environnement. Donc il faut qu'on le fasse d'une manière extraordinairement forte. Il faut qu'on assume nos propres convictions, ce qu'on fait très bien, sur le nucléaire par exemple ou sur les OGM. Et cela, me semble-t-il, c'est la synthèse que fait aujourd'hui l'UMP, les responsables de l'UMP, de l'environnement. Le Congrès réuni à Versailles, etc. C'est un grand moment de démocratie. D'accord, ça veut dire que c'est l'acte 2 Peut-être, je ne sais pas combien il y aura d'actes. Vous avez aimé l'acte 1, vous avez adoré l'acte 2. Je ne sais pas combien il y aura d'actes, mais ça fait 2 ans, un peu plus que Nicolas Sarkozy est élu. Il y a eu cette élection intermédiaire. Il faut regarder comment on répond plus à la crise, comment on sort de cette crise et comment on continue à la combattre. Et puis en même temps, quelles perspectives on donne. Et comment on s'inscrit en termes européens dans des perspectives. Mais concrètement, comme on l'a su le faire au moment de la présidence française de l'Union européenne, les gens attendent du concret. Ils n'attendent pas des mots ou des incantations de nature totalement politicienne. On va parler concret. Vous avez dit, Elmamer, que ce n'est pas parce qu'un âne porte un béret vert qu'il c'est pas parce qu'une chèvre porte un béret vert. Enfin, une chèvre peut porter un béret vert, mais ça reste une chèvre, effectivement, oui. Si vous voulez, j'écoute Éric Woerth avec un certain amusement en nous faisant des grandes déclarations en nous faisant des grandes... Vous me faites pas rire souvent, mais ce soir un petit peu. Voilà. En nous faisant des grandes déclarations de vertitude du président de la République, je dirais qu'il faut se méfier des contrefaçons. Et puis des contre-vérités. Par exemple, il y a 10 jours de cela, les députés Verts ont présenté à l'Assemblée nationale une proposition de loi qui s'intitulait « Contribution climat-énergie ». C'était donc une occasion pour la majorité à laquelle appartient M. Woerth et pour le président de la République de dire à ses troupes « bien, votez cette loi ». Mais c'était avant le 7 juin. L'UMP a voté contre, le Nouveau Centre a voté contre,
Le Parti socialiste s'est abstenu et le Parti communiste s'est abstenu. Ils avaient pourtant, tout ce monde-là, l'occasion de montrer leur détermination à mettre en œuvre une conversion écologique de l'économie. Quand M. Woerth nous dit, mais nous, on fait du vert depuis longtemps. Alors, le problème n'est pas de savoir si on fait du vert ou si on ne fait pas du vert. Le problème est de savoir quelle est la société que l'on construit et qu'est-ce que l'on propose aux Français. Plan de relance. Le plan de relance, on oublie complètement le Grenelle de l'environnement, on relance les autoroutes et les routes, l'industrie automobile sans contrepartie écologique, et puis une chose qu'on ne dit pas, on déréglemente complètement l'urbanisme pour qui ? Pour que les amis du président, les promoteurs, puissent pardonnez-moi cette expression un peu triviale, se gaufrer encore un petit peu plus. Tout ceci est quand même très loin de la nécessité de mettre en œuvre une société qui fasse évoluer ses modes de production, ses modes de vie, ses modes de consommation, une société plus sobre, plus tolérante, plus ouverte. Et la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est pas de savoir si c'est le NPA qui est le 21e siècle, moi je me réjouis pas du score qui a été réalisé par le Parti socialiste. Je pense que ça rejaillit sur l'ensemble de la gauche. Ce qui me semble important dans cette élection, dans cette leçon qu'on doit tirer du 7 juin, c'est effectivement l'émergence d'une conscience écologique, mais qui va beaucoup plus loin que la simple question de l'environnement. Nous ne sommes pas des sous-traitants verts de la social-démocratie. Est-ce que vous pouvez vous réjouir de votre score comme ça, aussi simplement que ça ? Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Tout est à construire aujourd'hui. Tout commence aujourd'hui. Nous avons mis en œuvre une feuille de route. Je ne sais pas si nous réussirons. Je ne lis pas dans le mar de café. Les hommes sont les hommes, avec leurs contradictions. Je pense qu'aujourd'hui, et depuis ces élections européennes, nous avons démontré chez les Verts, en tout cas, une certaine capacité... Comment vous allez faire sans Cohn-Bendit, pour parler clairement ? Mais on fera avec Cohn-Bendit. On ne fera pas sans lui, on ne fera pas qu'avec lui. Il a dit qu'il ne voulait pas être président, c'est un des rares. C'est pas parce qu'il ne veut pas être président qu'il ne peut pas contribuer à la construction d'une grande force politique à gauche. Il viendra soutenir des candidats dans les élections régionales, tout comme José Bové le fera, tout comme Eva Joly le fera, tout comme Jean-Paul Bessé le fera, un ami de Nicolas Hulot. Je pense que ce rassemblement des familles de l'écologie, il est là, on ne reviendra pas en arrière. Et notre problème n'est pas de dire on est meilleur que le PS, on veut tuer le PS, on ne veut pas travailler avec tel ou un tel, c'est de dire comment on fait pour reconstruire la gauche et proposer un projet de société qui soit une alternative au sarkozysme. Claude Ascolevitch, je vais dire un mot, ensuite je vous passe la parole, Pierre Moscovici. Oui. Il y a deux questions pour l'opposition. Il y a ce qu'elle propose. Noël Mamère est intéressant. Il y a que deux questions, ça va. C'est vrai, c'est tranquille. Ce qu'elle propose et comment elle s'oppose. Ce qui est étonnant, c'est que dans les propositions, et c'est classique, les Verts, les écologistes en général et Noël Mamère sont parfaitement structurés parce qu'il y a une vision globale d'une société en alternance. Quand on est dans l'opposition, pardon Noël, on est dans un débat qui a envoyé notamment François Bayrou dans le mur, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'essaie de me placer du point de vue de mon lecteur ou de nos téléspectateurs, quand toutes les grandes organisations ONG environnementales donnent quitus, satisfocite, tout en disant que ça pourrait aller plus loin, Nicolas Hulot, par exemple, les gens du VVF, à la politique environnementale qui est menée par le gouvernement français, que ce soit au Grenelle, dans les négociations internationales. Bien sûr, ça peut être plus, bien sûr, il y a des contradictions, les autoroutes de plan de relance, Noël Mamère a raison. Mais expliquer, quand l'opposition persiste à expliquer qu'il ne se passe strictement rien, je ne prétends pas qu'on vive dans le paradis vert, je ne dis pas non plus cela, mais quand on est incapable d'appréhender les complexités d'une situation, quand on est incapable de reconnaître qu'un homme de droite, comme Nicolas Sarkozy, à un moment donné, parce qu'il pense que c'est une attente dans l'opinion, ou peut-être parce qu'il pense que c'est une réelle question, a pas seulement préempté parce que c'est de la com, mais pris en charge la question environnementale et l'a portée au plus haut niveau, alors aucune opposition ne peut fonctionner parce qu'on ne part pas de la réalité. Et c'est en cela... C'est pas du tout comme ça. Et c'est encore une fois, pardonnez-moi, Noël, mais on va rebondir. C'est pas le monde des bons et des mauvais. Justement, mais Noël, le monde des bons et des mauvais, la chèvre à qui on met un chapeau vert, c'est quoi ? C'est la mascotte de la Légion. C'est une plaisanterie. À un moment donné, il y a Daniel Cohn-Bendit qui est capable d'être très virulent envers Nicolas Sarkozy, il l'a montré au Parlement européen, mais qui reconnaît que quand, par exemple, Sarkozy dit il va falloir donner autant aux énergies renouvelables qu'on donne au nucléaire, il dit très bonne idée. Moi, Danny Cohn-Bendit, je disais déjà en 99, mais il faut donner 2 fois plus. C'est malin, c'est Sioux, c'est Cohn-Bendit, c'est une opposition qui fait progresser. À côté de ça, il y a un discours qui ne correspondant pas, Noël, à ce que vous proposez et dans lequel les gens ne peuvent pas se reconnaître. C'est pour cela que je disais que l'embellie des Européennes, mon Dieu, pouvait n'être qu'une embellie. Heureusement, vous êtes d'accord avec vous-même, Noël. Non, mais sauf qu'il n'est pas d'accord. Et Pierre Moscovici a demandé la parole. Pragmatique, ça ne veut pas dire accepter tout, mais ça ne veut pas dire non plus se mettre en permanence dans une posture d'opposition. Quand par exemple France Nature Environnement dit que sur le Grenelle de l'environnement qu'on étudie en 2e lecture, il faut s'abstenir parce que
les amendements que nous proposons aujourd'hui sont rejetés, France Nature Environnement fait son boulot et nous allons essayer de faire le nôtre à l'Assemblée. Mais c'est pas cher avec un chapeau. Je crois que les choses... Bon, on peut faire un débat autour de qui est plus écolo, qui est plus vert, qui est plus ceci, qui est plus cela. Mais le résultat des élections est tout de même pas uniquement un problème, en tout cas. Un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, les Verts ont fait un score historique pour eux, 16% avec une participation. On l'a assez dit depuis une semaine. Mais c'est une donnée importante. Non, mais évidemment. Simplement, ne croyons pas non plus que la totalité du corps électoral, tout à coup, a adhéré à ça. Et donc, on se trouve quand même ramené à la question de ce qui va se passer dans les années à venir, c'est-à-dire de créer dans ce pays une alternative démocratique et les possibilités de l'alternance démocratique comment on fait qui n'existent pas aujourd'hui. Comment on fait Pierre Moscovici, vous avez la parole. Et par rapport à ça, si vous voulez, d'abord, j'écoutais Guy Bedos tout à l'heure qui disait un truc intéressant. Il disait Paul Solferino n'est pas propriétaire de la gauche. Il a raison. Surtout pas la rue de Solferino, d'une certaine point de vue. Parce que nous sommes aussi des élus dans nos territoires. Le Parti socialiste est un maillage beaucoup plus important. Et la gauche n'est pas que le Parti socialiste. Et en même temps, je le dis ici, j'en fais le pari. Au deuxième tour de 2012, malgré tout, malgré nos défauts, malgré nos scléroses, malgré nos impuissances, malgré nos incapacités, c'est un socialiste ou une socialiste qui affrontera Nicolas Sarkozy. Et donc, on a besoin, dans ce pays, d'un meilleur parti socialiste. C'est fondamental. Les Verts en ont besoin. La gauche de la gauche, d'un certain point de vue, on a besoin. Le front de gauche en a besoin. Et tout simplement, je crois que les Français en ont besoin. Vous fait qu'une boule de cristal, c'est quoi? C'est assez simple, si vous voulez. Allez-y. Je peux démontrer pourquoi il en ira ainsi. Au premier tour, on fait quoi? Non, mais écoutez, au premier tour, vous avez un homme qui a un talent incroyable, qui est un ami personnel, Noël le sait, qui est Daniel Cohn-Bendit. Il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Et donc les Verts ne sont pas tout à fait dans cette course-là. Et vous avez un autre ami. Je pense moi aussi que François Bayrou a montré, dans cet échange de quelques secondes avec Daniel Cohn-Bendit, une vérité profonde de lui qui lui rendra extrêmement difficile l'accès à l'Élysée. Je le crois profondément. Et vous avez un autre ami qui vit à Washington. Un autre ami qui va à Washington aussi et qui fait partie des gens qui Dominique Strauss-Kahn. Vous pensez à lui au second tour ou vous pensez à quoi? Je pense à un socialiste. Je le dis de toute façon. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour nous et pour la gauche, l'impératif, c'est d'abord de créer une nouvelle unité de la gauche, d'essayer de bâtir un système d'alliance qui soit différent, qui soit moins hégémonique, qui soit plus respectueux, et pas seulement de rapports de force, mais aussi de thématiques. C'est-à-dire que le Parti socialiste a trop peu intégré l'environnement dans sa thématique. Mais en même temps, et je termine, ce qui est important pour le Parti socialiste, c'est qu'il soit capable de repenser un projet économique et un projet de société qui fasse pièce à celui de Sarkozy. Parce que c'est vrai, Éric Woerth l'a dit, il y a une approche comme ça qui se veut pragmatique, mais qui en réalité est terriblement idéologique dans le sarkozysme. Chez Sarkozy. Oui, c'est-à-dire c'est une réalité qui met la réforme comme ça, espèce de mantra, mais qui en réalité sont des réformes désordonnées, des réformes injustes. Et la question, c'est comment est-ce qu'on a une relance qui est à la fois économique, et de ce point de vue-là, on ne peut pas dire quand même qu'il y ait des résultats formidables, une relance qui soit sociale. Et si on regarde, y compris le bilan européen de Nicolas Sarkozy, ce qui a été fait ou pas fait sur les services publics, pas fait surtout, ou sur le temps de travail, ne sont pas des mesures progressistes et écologiques. Et le Parti socialiste doit repenser tout ça sérieusement, la pauvreté, la précarité, la fiscalité. Il faut qu'il se donne un programme de travail sur le fond d'abord. À chaque élection, ça passe par des primaires pour vous. À chaque élection que le Parti socialiste perd, et ça en fait un certain nombre maintenant, à chaque élection que le Parti... Je ne suis pas arrogant, je fais de l'analyse politique. À chaque élection que le Parti socialiste perd, il y a ce même débat. C'est-moi terrible, il y a ce même débat. Comment on fait pour se recomposer, avec qui on peut s'entendre, comment on fait pour retrouver des idées. Bon. Moi, je pense que tout ça n'est pas très intéressant. Faites-le. Et puis à ce moment-là, les choses iront certainement mieux pour vous. Faites-le, allez-y, faites-le. Un tout petit peu condescendant quand même, votre attitude. Ce qui m'intéresse, la mère qui vous méprise. Mais parce que M. Mamère trouve toujours méprisant. Mais tout à l'heure, M. Mamère a dit ce qu'il fallait dire sur le mépris. On ne parle pas tous en même temps. M. Mamère, qui cultive le mépris dans chacune de ses interventions, est effectivement un grand donneur de leçons. Le premier parti vert aujourd'hui, c'est l'UMP. C'est celui qui, au fond, c'est celui. Oui, parce que c'est de l'action. La question, c'est pas des propos de tribune, M. Mamère. C'est pas le problème de faire de la tribune, d'écrire des bouquins ou de rentrer dans le chou d'un tel ou d'un tel. Le problème, c'est de savoir. Quand M. Sarkozy vend des centrales nucléaires à Kadhafi, vous trouvez que c'est très écolo? Le problème, c'est de savoir ce que l'on fait. Répondez à cette question. Quand on fait le Grenelle de l'environnement. Répondez donc à cette question. On va pas parler. On ne peut pas toujours. C'est pas intéressant. Expliquez-nous pourquoi l'UMP n'a pas voté notre contribution climat-énergie. On essaie de ne pas interrompre. Laissez-moi continuer, M. Verts. Les Verts, normalement, ils devraient respecter tout le monde. Ça devrait être dans votre conception de la société. Alors essayez de respecter tout le monde. Ne faites pas ce que vous reprochez aux autres. Donc ce que je souhaite, c'est qu'au fond, l'UMP, la majorité présidentielle, le président de la République, le gouvernement, je pense qu'on mène aujourd'hui une action en termes d'environnement qui est une action qui convient
C'est l'action qu'il faut mener. La contribution climat-énergie est une contribution qui sera mise en place à un moment donné. Nous y réfléchissons d'une façon active, c'est-à-dire d'une façon moderne, de penser la fiscalité. Il y a un travail tout à fait considérable là-dessus. Dans le Grenelle de l'environnement, il y a à peu près tout ce qui a été dit au moment des négociations européennes avec M. Barroso sur le paquet climat-énergie. Faire moins de production nécessitant de l'énergie sale ou de l'énergie qui produit des gaz à effet de serre. Faire en sorte d'avoir plus d'énergie liée à des matériaux renouvelables. Faire en sorte aussi de promouvoir le nucléaire. En France, c'est très important. Heureusement que le général de Gaulle, dans les années 60, nous a engagés vers le nucléaire. C'est en réalité la première des décisions écologiques prises par un parti politique. En même temps, être clair sur les OGM, on doit passer à d'autres générations. On doit passer à d'autres générations. On est à un moment donné. En 2009, on était à un moment donné, on doit passer à un deuxième stade. Ce qu'a fait le général de Gaulle dans les années 60, nous devons le faire aujourd'hui. Monsieur Verts, vous reconnaissez que la seule question que se posent les Français, c'est pas uniquement où on en est de l'environnement, de la défense de l'environnement. Je salue le succès. C'est extrêmement important. Non, mais attendez, mais il n'y avait pas un avant. Juste avant le 7 juin, je ne disais pas que écologie, marier Europe et environnement était effectivement une très belle réponse. Je me retourne halluciné vers des gens dans cette salle, parce que quand même, on ne se pose pas uniquement la question de l'environnement, toujours comme ça. Et le chômage, et mon boulot, et tout ça. Enfin, qu'est-ce qu'il... Je suis persuadé que c'est fondamental pour les gens, pour l'opinion. Que ça soit... Le succès, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a des questions existentielles immédiates. Nicolas en a parlé tout à l'heure, évidemment. Mais quand on voit, et c'est pas qu'une affaire de bobo, le succès du film Diana Thurs-Bertrand, au point que certains mauvais perdants ont dit que c'est ça qui avait fait basculer l'élection, ce qui est une plaisanterie. Les gens sont allés le voir. Bien sûr que ça existe, bien sûr que ça restructure. Ce qu'on appelle croissance verte, l'espèce d'inéluctabilité de la fin de l'air, de l'essence, de l'essence pas chère, etc. Comment on s'en sort, comment on évite les réfugiés climatiques, comment on met en place des matelas sociaux. Toute la réflexion d'un type, et c'est intéressant, qui est à la fois l'ami de Cohn-Bendit et le conseiller de Borloo, Nicolas Hulot, qui a une évolution de plus en plus à gauche, qui devrait vous réjouir, et vous pourriez vous en emparer, notamment au Parti socialiste, Nicolas Hulot, mais le PS ne le voit pas. Bien sûr que c'est une question... L'environnement... Ouais. Alors, les voix de Nicolas Hulot sont impénétrables et lui-même ne le sait sans doute pas. Hier, il a dit du bien de Borloo, qui maîtrise les dossiers. En même temps, il n'était pas loin de Cohn-Bendit, il a voté pour Lise Cohn-Bendit, tout le monde le sait, c'est évident. En même temps, c'est quelqu'un qui dialogue avec Buffet et Besancenot, parce qu'il pense qu'une certaine radicalité politique est indissociable de la nouvelle société en train de construire. Voilà, mais bien sûr que tout est lié et que l'environnement n'est pas neutre. Non, mais alors justement, Monsieur Boursier, pendant toute l'émission, parce que c'est très intéressant l'environnement, mais en fait, il me semble que Éric Woerth ne parle pas de la même chose que Noël Mamère, c'est-à-dire non, mais est-ce qu'il y a dans la volonté de défense de l'environnement aussi une volonté de réduction des inégalités sociales? C'est ça la question. Quand Éric Woerth parle d'environnement, il ne parle pas de la même chose. Quand on parle deuxième point, si je peux me permettre quand même. Non, mais je voudrais que Boursier prenne la parole. On a eu un moment historiquement important, parce qu'il montre que les socialistes et Pierre Moscovici, en dépit des efforts théoriques qu'ils font pour comprendre ce qui se passe dans la société et la signification du scrutin, continuent à nous dire de manière quasi imperturbable qu'il y aura un candidat socialiste au second tour de l'élection présidentielle la prochaine fois. Mais je veux dire, c'est ne pas voir ce qui est en train de se passer dans les fondements de cette société. Et enfin, ne pas répondre à la question que je lui retourne à nouveau, c'est en quoi les sociaux-démocrates et les socialistes français en particulier nous offrent une sortie de crise différente de celle que Nicolas Sarkozy tambourine sur tous les médias. Voilà, tant qu'ils n'auront pas articulé ça, c'est pas la peine de continuer à dire qu'il y aura un socialiste au second tour, parce qu'il y aura quelqu'un d'autre. Nicolas Domnac, j'entends bien cette apostrophe. Quand j'ai dit que ce serait un socialiste au deuxième tour, je le dis aujourd'hui, ce socialiste ne serait pas en état de l'emporter. Et être au deuxième tour n'est pas une fin en soi. Pour moi, la fin en soi, c'est en 2012 d'arriver à un autre président de la République que Sarkozy, parce que je ne pense pas que c'est le président de la République dont les Français ont besoin. Et donc, nous avons ce travail à faire, qui est un travail très, très, très profond. Ça n'est pas un prétexte à ne pas se remettre en cause, qu'on me comprenne bien. C'est juste de dire qu'on a besoin du Parti socialiste parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'un socialiste qui pourra faire ça. C'était dans ce sens-là que je le dis. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile d'en placer une allez-y, énorme, mais c'est admirable. Mais simplement, c'est vrai que je crois qu'effectivement, ce vote pour les Verts s'est porté évidemment en fonction de l'écologie, mais pas seulement. Évidemment, on voit bien que c'est un vote de désamour envers le Parti socialiste et que, effectivement, moi je suis en désaccord avec vous. Je crois que si vous restez dans ce schéma de pensée qui consiste à dire oh là là, il y aura évidemment un candidat socialiste en 2012, vous allez rester prisonnier de quelque chose qui maintenant il faut peut-être dépasser. Et que justement, ce qui est très intéressant, c'est quand on observe un peu la vie politique, c'est qu'on s'aperçoit que finalement
dans toutes les familles politiques aujourd'hui, il y a une tension entre des éléments orthodoxes, conservateurs, qui veulent garder leur petite maison historique, la petite maison PC, la petite maison PS, la petite maison etc. Alors, ou la grosse maison PS, et ceux qui envisagent des recompositions et des éléments aujourd'hui, mais il y en a partout, il y en a dans tous les partis, qui essaient d'inventer autre chose. Alors, il y a des recompositions qui s'effectuent, des petites recompositions parcellaires. Vous l'avez montré avec les Verts, avec cette espèce d'alliage qui était aux européennes. Ça est arrivé avec le Front de gauche, d'une certaine manière aussi minoritaire, mais quand même intéressant, avec des socialistes en rupture de banc, des trotskistes en rupture de banc, des communistes qui essayent d'inventer autre chose. Et c'est certainement du côté de ce type de recomposition-là qu'il y a, à mon avis, des choses à chercher. Alors, au Parti socialiste aussi, où il y a un gros débat interne, mais c'est là qu'il faut aller, parce que si vous continuez à vous dire, alors le Parti socialiste, en 2012, vous allez voir, certes, lui c'est pas bon, lui c'est pas bon, lui c'est pas bon, mais on va bien finir par trouver quelqu'un qui pourrait incarner la relève, évidemment. Malbarré pour vous. Malbarré. Alors, attendez, parce que... Ils se détestent. Ben voilà, alors donc s'ils s'aiment pas, comment voulez-vous qu'on les aime quand ils ne s'aiment pas eux-mêmes eux-mêmes se détruisent avec parce que regardez les mots qu'on entend au Parti socialiste. Refondation, rénovation, reconstruction, fusion, résurrection, restructuration, révolution, réhabilitation, on change de nom, de direction, etc. Non mais c'est extraordinaire. Enfin je veux dire, quand on entend ce qui se dit au Parti socialiste, on est halluciné. Alors que 54% des Français... Le mot qu'on entend à l'UMP, c'est action. Le problème, c'est comment... J'essaie de rester dans votre ligne. Parce que revoir, réinventer... Il y a des joueurs qui ne parviennent pas à ne pas être ostentatoires. Non, bravo, là, avec la banane en plus formidable. Je ne sais même plus quoi dire. Alors, je peux sourire, pas sourire. Réinventer une société différente, moi, je crois qu'effectivement, le signal, il est aussi là. Et en même temps, il faut sortir de cette crise. Il faut répondre à l'inquiétude de nos concitoyens sur le chômage, et il faut en même temps en profiter pour essayer de construire un modèle un peu différent. C'est bien ce qui est fait sur le plan international et ce que nous souhaitons faire, c'est bien aussi ce qui est fait. Prenez le modèle social français. Quand on fait le revenu de solidarité active, il a commencé au 1er juin et il sera payé au début du mois de juillet. C'est bien d'essayer de réinventer un modèle social, c'est-à-dire comment on met des filets de sécurité, vers quoi on incite les gens qui bénéficient de ces filets de sécurité, auxquels on peut avoir tous besoin à un moment donné, comment on réemploie l'ensemble de cela pour orienter les personnes vers plus de travail, vers plus de formation, comment on fait que des jeunes ne restent pas sur le bord du chemin. C'est toutes ces questions qui se posent, et c'est toutes ces questions auxquelles on cherche des réponses concrètes, des réponses précises. On peut se tromper de temps en temps, bien évidemment, dans l'action on se trompe très rarement. Mais c'est bien, on peut se tromper, et en même temps on essaye aussi de faire des choses correctement. Et les réponses que va apporter le président, le 22, il parle devant les députés, les sénateurs, c'est une nouvelle façon aussi de vivre la démocratie, d'un peu la dérigidifier, la décloisonner, c'est de faire en sorte qu'un président de la République, à un moment donné, il peut parler à des parlementaires. Là, c'est la meilleure. Mais c'est la vérité. Là, vous venez de franchir des hauteurs himalayennes. C'est la vérité absolue. Non, ce modèle de démocratie par un autocrate absolu, c'est quand même fabuleux. Jamais le Parlement n'a eu autant de pouvoir. Jamais les nominations n'ont été aussi contrôlées par le Parlement. Jamais les commissions parlementaires n'ont été mises autant en avant. C'est formidable, mais les nominations textes de la commission qui sont aujourd'hui vus par le Parlement lui-même. Revenez franchement, si vous regardez les choses objectivement, la démocratie française est en train de s'enrichir. C'est quand même d'accord. Mais attendez, je rappelle que 54% des Français sont favorables à une fusion du PS avec d'autres. Ça irait dans votre sens, d'accord. Est-ce que je peux vous rappeler quand même ce qu'est la politique de M. Sarkozy et de son gouvernement? Parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Monsieur Woerth, il est dans un monde rituel, tout le monde, je vous donne des exemples. Il nous dit, on veut des protections sociales. Que fait le gouvernement? Il supprime par exemple les RASED. Les RASED, c'était dans l'éducation, ce qui permet précisément d'aider les enfants qui sont les plus en difficulté. Il réduit le nombre de professeurs, il crée la franchise médicale, il ne renonce pas au bouclier fiscal, il maintient les heures sup alors qu'on est à 1 500 000 chômeurs de plus, que 600 000 jeunes vont arriver sur le marché du travail, que les gens qui sont les plus âgés aujourd'hui ont des difficultés avec leur retraite. Monsieur Woerth et son gouvernement, c'est un gouvernement qui a augmenté les déficits publics, qui a effectivement contribué à casser la protection sociale en ajoutant depuis 2002. Ça veut dire qu'il dit vrai. Vous savez combien de lois ont été votées sur la sécurité depuis 2002 ? 32 lois. Et depuis 2007, c'est une véritable diarrhée législative sur tout ce qui concerne la sécurité et le gouvernement par la peur. Et ces gens-là viennent vous faire croire qu'ils protègent les Français, qu'ils les protègent socialement, qu'ils comptent sur la responsabilité des Français. Et dernière chose,
L'environnement, c'est pas simplement se préoccuper du cul des oiseaux et des arbres. L'environnement, c'est poser la question de la condition sociale des gens. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont les victimes d'injustice sociale qui sont les premières victimes d'injustice environnementale. Ce ne sont pas les enfants de riches qui sont atteints de saturnisme. Ce n'est pas une maladie infantile. C'est une maladie qui se contracte quand on habite dans du logement insalubre. Et vous savez combien, aujourd'hui, il y a de gens qui sont très mal logés en France ? 3 500 000. Et ce monsieur vient vous dire aujourd'hui que tout va bien, et que son gouvernement est un gouvernement qui protège. Il ne faut pas prendre les gens pour les imbéciles. Je trouve que c'est de l'imposture politique. C'est pas sérieux. Ce que vous faites de la politique comme on en faisait il y a 10 ans, monsieur. Ouais, c'est ça. J'aurais dû rester sur les on en fera dans 10 ans autrement que vous. Je suis tout de même assez frappé par, je ne dirais pas la condescendance seulement, mais aussi par cette espèce d'autosatisfaction. Noël Mamère vient de dire quand même un certain nombre de choses qui sont assez fortes et qui se sont aussi exprimées dans les urnes dimanche dernier. Parce que tout de même, le parti du président de la République, ça a été dit, a fait 28%, avec une participation extrêmement faible, et avec des réserves de voix qui sont dans les couches populaires et dans la jeunesse, qui traditionnellement ne sont pas celles qui votent pour lui. Et donc toute la question, oui, il y a dans ce pays une aspiration majoritaire à autre chose que Sarkozy. Toute la question pour la gauche, et vous avez raison de poser la question comme ça, c'est comment est-ce qu'on arrive à inventer un modèle alternatif et à l'inventer ensemble avec une coalition majoritaire. Alors, allons-y, une fusion avec les Verts, faites fusionner là, devant, en direct. Là. Par rapport à cette question qui est posée tout à l'heure, fusion ou fission non, mais fusion nucléaire, je ne sais pas, faites quelque chose. Attendez, j'y viens. Je ne voudrais pas m'être mal fait compris tout à l'heure en disant, comme ça, le Parti socialiste, tout va bien, et de toute façon, c'est pas important d'être au deuxième tour de la présidentielle si on n'est pas capable de la gagner. Et donc, ça, évidemment, oui. Mais oui, non, c'est pour ça que c'est pas du tout. Donc c'est pas un geste de satisfaction. C'est simplement pour dire que nous avons besoin de reconstruire une force politique qui soit aussi forte, mais aussi réaliste, aussi concrète sur ces questions-là. Parce que c'est vrai que les propositions, on les attend de nous. Mais moi, attendez, je vais vous prendre un exemple. Je suis député, je suis président d'une agglomération qui est à Sochaux. On est en train de bâtir un projet d'agglomération. On essaie de combiner les questions économiques, les questions écologiques, les questions sociales. Comment effectivement faire en sorte de construire des automobiles et de continuer à le faire, mais pas les mêmes, et dans un environnement différent. Et je crois que là, il y a de nouvelles, pas fusions, mais synthèses à inventer. Quant à la primaire, j'en dis un dernier mot. C'est vrai que je vais corriger ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas forcément un socialiste. Ça doit être un homme ou une femme de gauche. Mais je crois que la primaire ouverte, c'est-à-dire de donner à des citoyens mais comment le droit. Fait ça Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Voilà, Serge Moretti, vous avez envie de participer au choix parce de que la je me gauche. sens de gauche. Parce que vous sentez de gauche. D'accord. Qu'est-ce que je fais ? Vous allez ici ou là, on se met d'accord pour déposer, pour le lieu, pour déposer une pièce d'identité, créer une liste électorale, verser une contribution extrêmement modique et vous participerez à ce vote qui peut avoir lieu soit en un tour, soit en deux tours. Ça n'a pas tellement marché en Italie pour que vous en réclamiez à ce point. Prenons cet exemple italien, vous savez, on dit toujours que ça n'a pas marché. Je vais vous donner ma carte d'identité, mais je ne sais pas. Pardonnez-moi, tout le monde va pouvoir faire ça. Ça a marché, ça a marché pour Romano Prodi, qui l'a emporté, on s'en souvient à l'époque, contre Berlusconi. Et ce qui n'a pas marché, ça n'a pas été les 3 millions de personnes qui ont élu M. Veltroni, c'est qu'ensuite M. Veltroni n'a pas mené la bonne politique et pas la bonne coalition. Pour ça que je dis que ce n'est pas en soi. Et on verra qui gagne. C'est pas forcément un socialiste. C'est la seule façon d'aider à refonder cette gauche. C'est pour ça que moi j'ai lancé une primaire sur les primaires, une pétition sur les primaires ouvertes. Une pétition nationale. En ligne sur les primaires ouvertes. Très bien. Ça a marché aux États-Unis. Oui. À un moment donné, le Parti démocrate n'en pouvait plus de ne plus ressembler à la société et rien ne se ressemblait plus à un grand bourgeois démocrate de la côte Est qu'un autre grand bourgeois démocrate de la côte Est. CF, John Kerry, les gens n'en pouvaient plus exactement comme ils n'en peuvent plus, pour être poli, du Parti socialiste. À un moment donné, ça a été tout le boulot d'un type qui aurait pu être le François Hollande américain s'il n'avait pas fait son boulot. Il s'appelle Dean. C'était le président du Parti démocrate. Il avait renoncé à toute ambition pour lui-même. Il a totalement balayé la vieille structure pour faire les primaires. Ça a produit Obama. Maintenant, pour en venir à la situation du Parti socialiste français, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, le problème du PS n'est pas qu'il risque de mourir. Le problème du PS, c'est qu'il n'arrive pas à mourir. On arrive à changer, à bouger quand on est en danger de mort. C'est l'acharnement thérapeutique, là, c'est quoi ? CF les Verts, qui était à 1% la dernière fois, CF le PC qui était en train de disparaître, et là, on est coincé, on bouge. Le Parti socialiste de la fin des années 60, 5% après présidentielle 69, il se passe quelque chose. Le problème du PS, c'est qu'il est tellement adossé à ces régions, ces départements, ces villes. 21 régions sur 22. Tellement de socialistes vivent, le cousin, la cousine, le chef de cabinet, le directeur de cabinet, l'assiette au beurre, du bon boulot aussi en région. À un moment donné, cela ne fait existentiellement strictement rien au Parti socialiste dans sa vie de tous les jours de gagner ou de perdre nationalement. Et donc,
quand Martine Aubry fait semblant... Alors, il faudrait qu'il se plante au régional pour retrouver une sorte de... À un moment donné, si le Parti socialiste, au-delà des mots, n'est pas réellement en danger de disparaître, c'est-à-dire ces notables ne sont pas en danger de perdre ce qu'ils ont, réveilleront pas. Alors, ça continuera ainsi. Un exemple. Pierre Moscovici a parfaitement raison sur les primaires. Pierre Moscovici est totalement incapable aujourd'hui de prendre le pouvoir au Parti socialiste. Manuel Valls est déjà candidat aux primaires. Manuel Valls, qui a failli marcher avec Pierre Moscovici, n'est pas capable de prendre le pouvoir à l'intérieur du Parti socialiste tel qu'il est. Alors ils sont tous, tels des renés, en train d'attendre les orages désirés qui balayeraient ce vieux parti, qu'ils sont les premiers à détester parce qu'ils les empêchent d'accomplir leur destin, ça c'est tous les cadres quinquas du PS, et qui les empêchent de changer de politique s'il faut la changer. C'est vraiment la soirée de Chateaubriand aujourd'hui. Je peux poser une question à Pierre Moscovici. Pierre, juste pour essayer d'y voir clair. Vous aimez ce parti tel qu'il est et tel qu'il vous bloque Pierre, vous l'aimez ce parti tel qu'il est? Oui. Moi, je souhaite qu'il change profondément. Voilà. Je l'avais d'ailleurs proposé aussi au Congrès de Reims. Je pense qu'il aurait fallu, effectivement, qu'on aurait pu avoir un premier secrétaire désintéressé qui montait le système pour d'autres. On n'a pas fait ce choix. Mais en attendant... Vous parlez de vous, là? Oui, en l'occurrence. C'était d'ailleurs ce sur quoi on était d'accord avec Manuel. Mais je pense qu'il faut prendre le Parti socialiste tel qu'il est. C'est-à-dire, à gauche, c'est probablement le pire des systèmes, mais après tous les autres. Et donc, il faut effectivement le rebâtir à partir de ce qu'il est. Juste une question quand même, parce qu'ils ont déjà eu des primaires au Parti socialiste. Vous avez dézingué avec une habileté, un talent formidable, la candidate que vous aviez vous-même propulsée comme... Mais d'abord, championne pour la présidence. Pourquoi ça changerait? Il y a pardonnez-moi, Nicolas. Primaire des militants, primaire des sympathisants, ça sera encore pire si vous n'avez pas d'idée forte. Écoutez, le modèle, c'est effectivement le modèle américain. C'est-à-dire que vous avez des millions de gens qui participent à ça, qui participent aussi à travers les nouvelles technologies de l'information, à travers Internet à travers Facebook, etc. Et qui, à partir de là, se mobilisent et qui donnent de la force à ce candidat ou cette candidate. Il faut effectivement sortir de cette gang. Mais vous savez, je dis juste un mot par rapport à ce que disait Claude Aspolowicz. Je suis d'accord avec lui, mais je crois que c'était l'électrochoc, en tout cas cet avertissement, et j'espère que tout le monde l'aura compris au PS. Nous l'avons eu dimanche dernier. Et de ce point de vue-là, il peut être salutaire, parce que pendant toutes les années, depuis 2002, le Parti socialiste gagnait toutes les élections intermédiaires et perdait toutes les élections nationales. Là, comme le dit Eric Woerth, c'est une élection intermédiaire et nous l'avons perdue. Et je crois que c'est un signal d'alarme qui doit nous inciter à nous ressaisir d'urgence avec force. Et c'est ce que Martine Aubry, puisqu'elle est première secrétaire, elle va le rester et elle doit réussir, doit nous proposer d'urgence très, très, très vite maintenant, dans les jours qui viennent. Ben oui, absolument. Ben oui. On ne peut pas attendre, on ne peut pas continuer à blablater et puis à échanger entre nous, à refaire des congrès qui sont des congrès délétères. J'ai l'impression que la métaphore parce que l'extrême gauche, on n'en parle plus. Non, mais je ne parle pas de l'extrême gauche. La métaphore, on n'en parle plus. On pensait que ça allait être un raz-de-marée. Non, mais l'extrême gauche s'inscrit dans la durée et l'extrême gauche n'a jamais bénéficié d'un capital électoral réel. Si elle n'a jamais eu que des votes protestataires. Ça continue et pour l'instant, ils sont très loin de capitaliser. Donc l'extrême gauche s'inscrit dans la durée, aussi dans la rue, pas seulement. Et moi, je voulais parler du modèle américain. C'est-à-dire que je trouve que Claude a tout à fait raison là-dessus. Et je pense qu'effectivement, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que est-ce que c'est pas du côté de cette idée-là? John Kerry, pour résumer les choses, il s'est appuyé sur sa droite et il a perdu. Obama, il est allé chercher dans les idées de sa gauche et il a gagné. Et c'est peut-être justement le passage blairiste qui a fait beaucoup de mal au Parti socialiste en France et pas seulement en France. Eric Woerth, après, vous êtes non, mais attendez, Eric Woerth, vous avez été comme immergé dans un débat. On parle beaucoup de gauche, c'est extraordinaire. Vous pourriez raconter après. Non, justement, c'est intéressant pour vous cette immersion. J'ai pas eu assez de temps à y consacrer. Mais est-ce que vous pensez que, par exemple... Le PS produit des manœuvres d'appareil, l'UMP, elle produit des idées. Et quand on essaiera d'avoir un vrai débat sur les idées, parce qu'il faut des alternatives, il faut une démocratie, il faut que tout ça joue, il faut qu'il y ait des blocs qui s'affrontent, parce que sinon il n'y a pas de démocratie, venez sur le terrain des idées. Nous lançons et nous avons des débats sur à peu près tout ce qui relève aujourd'hui des attentes des Français. Mais quand on parle, au fond, de manœuvres, d'appareils, de technologies de vote, comment on va faire pour être au deuxième tour, enfin tout ça, à mon avis, on est assez éloigné de ce qu'attendent les gens. Donc parlons des idées, ayons un débat sur les idées.
l'unité entre le PS Pour vous, Nicolas et puis Sarkozy avec a les gagné en autres. 2012 déjà. Aujourd'hui, on peut dire que Nicolas Sarkozy a gagné. Non, pas du tout. On ne peut absolument rien dire. On doit travailler. On doit être au contraire sur la sortie de crise. On doit répondre aux attentes des Français. Et puis le président de la République, il décidera un jour d'être candidat. Vous allez changer. Ce sera son choix. Remaniement, vous changez. Réussir maintenant. Remaniement, vous changez. Vous allez place Vendôme à la justice, comme on dit. Franchement, je ne sais pas. C'est pas pour moi une préoccupation. En réalité, tout le monde s'en moque. C'est pas le problème. Vous accepteriez? Le fait, c'est de travailler. Vous accepteriez? Mais j'accepterais de rester au gouvernement pour faire le boulot qu'on me donnera. Serge Moretti, dites-le à Nicolas Sarkozy, il est parfait. Là, on a vraiment eu droit. Non, mais en tout cas, non, mais ne caricaturez pas ça. Bah oui, mais vous manquez de fiches. Je suis d'accord. C'est bien le problème. Bâti sur les fiches, mais inventez-en de nouvelles. Du remaniement, tous les deux. Il a raison quand il dit tout le monde s'en moque du remaniement, parce que les ministres ne servent pas. Les ministres ne servent pas à grand-chose, à part ceux d'ouverture qui servent à déstabiliser davantage la gauche. Donc le reste, c'est secondaire. C'est Nicolas Sarkozy qui fait tout et le reste. On le sait. Non, très bien. Le Parti socialiste réussit à appeler le peuple de gauche au secours pour se dépasser lui-même. Ou bien on a le même débat dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et Éric Woerth a un autre poste. Et avec moi, je ne crois pas. Mais en tout cas, non, ça je ne crois pas. Merci, mais je ne crois pas. Merci beaucoup. Merci, chers amis, d'avoir participé à ce débat de l'avant-dernière émission de Riposte, qui sera rediffusée ce soir vers 22h20. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr, à dimanche sur France 5. Et j'espère que vous avez été nombreux à nous suivre et que vous serez très nombreux pour la dernière de Riposte, après 10 ans de bons et loyaux services, en tout cas, au service du débat des citoyens. Très bien, alors donc à dimanche prochain ou à ce soir, 22h20, pour ceux qui ont raté cette diffusion-là. Merci beaucoup, messieurs, merci beaucoup d'être venus, ça m'a fait très plaisir de vous recevoir. À bientôt.